Sophie se tenait devant le miroir des toilettes du bureau. Les mains tremblantes, fixant son reflet pâle. Son cœur battait la chamade alors qu'elle relisait le mail anonyme envoyé à toute l'équipe. Sophie Laurent couche avec des femmes. Est-ce qu'on veut une perverse comme manager? En un instant, les murmures dans les couloirs s'étaient transformés en regards accusateurs. Et son monde professionnel, si soigneusement construit, s'effondrait comme un château de cartes. Elle respira profondément, serrant les poings. Comment avait-il su? Était-ce ce baiser volé avec Élise lors de la soirée d'entreprise? Capturé par un téléphone indiscret? Ou pire, une trahison de quelqu'un de proche? Sophie, 28 ans, avait toujours navigué entre sa vie privée et sa carrière avec une prudence extrême. Originaire d'une famille conservatrice de Lyon, elle avait fui vers Paris pour devenir manager dans une agence de publicité renommée, où son talent pour les campagnes innovantes lui avait valu une promotion rapide. Mais l'homosexualité, dans son esprit, restait un secret enfoui. Un fardeau qu'elle portait seule depuis l'adolescence. Élise, sa compagne depuis 2 ans, était tout le contraire, une avocate de 32 ans. Fière et assumée, qui militait ouvertement pour les droits LGBT. Elle s'était rencontrée lors d'un vernissage à Montmartre, où le regard bleu perçant d'Élise avait transpercé les défenses de Sophie. Leur relation était un havre de paix au milieu du chaos urbain. Mais Sophie insistait pour la garder cachée au travail. Pas encore, disait-elle toujours, craignant les jugements, les promotions manquées, ou pire, le rejet. Élise acceptait, à contre-cœur, mais les tensions montaient. Ce matin-là, en entrant dans la salle de réunion pour le briefing hebdomadaire, Sophie sentit l'air chargé d'électricité. Ses collègues, d'habitude si complices, évitaient son regard. Marc, son adjoint ambitieux, arborait un sourire en coin qui la fit frissonner. On commence, demanda-t-elle d'une voix qu'elle espérait ferme. Mais avant qu'elle ne puisse poursuivre, la directrice des ressources humaines, Madame Duval, fit irruption. Un dossier à la main. Sophie, nous devons parler. En privé. Dans le bureau vitré. Sous les yeux curieux de l'open space. Madame Duval posa le mail imprimé sur la table. C'est inacceptable. Nous enquêtons sur l'expéditeur. Mais en attendant, pour éviter tout malaise, peut-être devriez-vous prendre quelques jours? Sophie sentit la rage monter. Prendre des jours? Comme si elle était coupable? C'est de la diffamation homophobe, répliqua-t-elle. La voix tremblante. Et vous me punissez moi? Madame Duval soupira, évitant son regard. C'est pour le bien de l'équipe. Vous comprenez? Avec les clients conservateurs. Sophie quitta le bureau. Les larmes aux yeux. Mais une détermination nouvelle la saisissait. Elle appela Élise en sortant de l'immeuble. Le vent parisien fouettant son visage. Ils savent. Tout le monde sait. Élise, au bout du fil, resta silencieuse un instant. Viens à la maison. On va gérer ça ensemble. Mais Sophie n'était pas prête à se cacher plus longtemps. En marchant vers le métro, elle repensait à son enfance, aux sermons de son père sur la normalité, aux moqueries à l'école. Combien de fois avait-elle nié qui elle était pour plaire aux autres? Arrivée chez elle, dans leur appartement cosy du Marais, Élise l'accueillit avec une étreinte ferme.
Raconte-moi tout. Sophie s'effondra sur le canapé, déversant sa frustration. Élise écoutait, caressant ses cheveux. Mais ses yeux trahissaient une colère contenue. C'est l'occasion? Sophie. Assume-toi. Porte plainte pour harcèlement. Sophie secoua la tête. Et risquer mon job? Ma famille l'apprendrait. Élise se leva. Frustrée. Ta famille? Ils t'ont déjà rejeté une fois. Quand tu as quitté Lyon. Combien de temps vas-tu vivre dans la peur? La dispute éclata. Comme tant d'autres. Sophie accusait Élise d'être trop idéaliste. Élise reprochait à Sophie sa lâcheté. Je t'aime. Mais je ne peux pas vivre dans l'ombre éternellement, lança Élise avant de claquer la porte de la chambre. Sophie resta seule, fixant la fenêtre donnant sur les toits de Paris. Cette nuit-là, elle ne dormit pas, tourmentée par les choix qui s'imposaient. Retourner au bureau en baissant la tête? Ou riposter? Le lendemain matin, elle prit sa décision. Elle envoya un mail à toute l'équipe, oui. Je suis lesbienne. Et fière de l'être. Discutons ouvertement. La réponse fut immédiate. Des messages de soutien affluèrent, mais aussi des critiques acerbes. Marc, en particulier, répondit publiquement, ça explique tes favoritismes envers certaines collègues. Sophie bouillonnait. Était-ce lui l'expéditeur anonyme? Elle décida d'enquêter discrètement, fouillant dans les logs informatiques avec l'aide d'un ami IT. Ce qu'elle découvrit la glaça, le mail provenait de l'ordinateur de Marc, masqué par un VPN. La trahison était là, sous ses yeux, confrontant Marc dans son bureau. Elle le mit au pied du mur. Pourquoi? Pour ma promotion? Marc ricana. Tu n'es pas faite pour ce poste. Les clients veulent de la normalité. Sophie, contenant sa fureur, enregistra la conversation à son insu. Tu vas le regretter. Elle porta l'enregistrement au RH, exigeant une enquête formelle. Mais Madame Duval hésita, Marc est précieux pour l'entreprise. Sophie comprit alors que le système était pourri de l'intérieur. Ce soir-là, rentrant chez elle, elle trouva Élise en train de faire ses valises. Je pars chez ma sœur. J'ai besoin d'espace. Sophie paniqua. Attends. Je me bats maintenant. Élise secoua la tête. Trop tard. Tu as choisi ta carrière sur nous. La porte se referma, laissant Sophie seule avec son regret. Était-ce le prix de sa prudence? Les jours suivants furent un tourbillon pour Sophie. Au bureau, l'atmosphère était tendue comme un arc. L'enquête sur Marc traînait en longueur. Et les rumeurs enflaient. Certains collègues la soutenaient ouvertement, organisant même un petit rassemblement informel pour discuter de la diversité. Mais d'autres, influencés par Marc, murmuraient dans les coins, la traitant de « drama queen ». Sophie se sentait exposée, vulnérable, comme si chaque regard la disséquait. Elle appela sa mère à Lyon, espérant un soutien inattendu. Maman, il s'est passé quelque chose au travail. Mais la réponse fut glaciale, Sophie. On en a déjà parlé. Ton père et moi. On ne veut pas de ça dans la famille. Pense à ta sœur. À ses enfants. Sophie raccrocha. Le cœur serré. Sa famille.
ancrée dans les traditions catholiques, avait toujours vu son départ pour Paris comme une fuite. Mais apprendre son orientation? Ce serait la rupture définitive. Élise, de son côté, logeait chez sa sœur à Versailles. Elle passait ses soirées à réfléchir, pesant le pour et le contre de leur relation. Élise avait grandi dans une famille progressiste de Bordeaux, où l'homosexualité était acceptée dès son coming out à 18 ans. Militante active, elle avait défendu des cas de discrimination devant les tribunaux. Mais avec Sophie, c'était personnel. Elle me cache comme un secret honteux, confia-t-elle à sa sœur. Je mérite mieux. Sa sœur hocha la tête. Mais tu l'aimes. Donne-lui une chance. Au bureau, Sophie décida de passer à l'offensive. Elle organisa une réunion d'équipe sur la diversité, invitant une intervenante extérieure d'une association LGBT. Nous devons changer, déclara-t-elle devant ses collègues médusés. Marc, assis au fond, croisa les bras, un sourire narquois aux lèvres. Pendant la présentation, il interrompit, c'est bien beau. Mais est-ce que ça impacte notre productivité? Sophie riposta calmement, la discrimination impacte la productivité. Regardez ce qui m'arrive. Après la réunion, une collègue, Anna, s'approcha d'elle. Je suis avec toi. J'ai vu Marc envoyer des mails suspects. Anna, une graphiste discrète, révéla avoir surpris Marc en train de comploter avec un client conservateur pour la discréditer. Sophie, armée de cette information, confronta Madame Duval une nouvelle fois. Si vous ne faites rien, je porte plainte contre l'entreprise. Duval blêmit. Donnez-moi 24 heures. Ce soir-là, Sophie tenta d'appeler Élise, mais tomba sur la messagerie. Elle erra dans les rues du Marais, passant devant des bars gays animés, où des couples s'embrassaient librement. Pourquoi ne pouvait-elle pas être comme eux, assise sur un banc face à la Seine? Elle repensa à leur première rencontre. Élise, avec son assurance magnétique, l'avait invitée à danser, brisant ses barrières. Je t'aime pour qui tu es, avait dit Élise. Mais Sophie avait-elle jamais cru cela? Le lendemain, Duval l'informa que Marc était suspendu en attendant l'enquête. Victoire partielle. Mais Sophie sentait la pression monter. Les clients commençaient à poser des questions, et un gros contrat risquait de sauter. C'est à cause de ton mode de vie, murmura un associé. Sophie explosa intérieurement. Était-ce donc ça? Le prix de l'authenticité? Perdre tout pour être soi-même? Élise, quant à elle, reçut un appel d'une amie commune. Sophie se bat comme une lionne au boulot. Touchée, Élise décida de revenir. Mais en arrivant à l'appartement, elle trouva Sophie en pleurs, un billet de train pour Lyon à la main. Je vais affronter ma famille. Seule, Élise posa ses affaires. Non. Ensemble. Elles s'embrassèrent. Un moment de répit dans la tempête. Mais le lendemain, un appel anonyme à Élise changea tout. Votre copine couche avec Anna pour la faire taire. Élise, choquée, confronta Sophie. C'est faux, s'exclama Sophie. Mais le doute s'insinua. L'enquête révéla que l'appel provenait de Marc, cherchant à semer la discorde. Furieuse, Élise contacta ses collègues avocats pour accélérer la plainte. On va le détruire légalement.
Sophie hésita, et si ça empire tout? Élise la regarda droit dans les yeux. Le silence empire tout. Choisis, nous ou la peur. Sophie, déchirée, accepta. Elles déposèrent plainte ensemble au commissariat, sous les flashs des médias locaux qui s'étaient emparés de l'affaire. La presse titra « Discrimination homophobe dans une agence parisienne ». Sophie devint malgré elle une figure publique, recevant des messages de soutien mais aussi des menaces. Sa famille apprit la nouvelle par les journaux. Son père appela « Tu nous fais honte. Ne reviens jamais ». Sophie raccrocha. Effondrée. Élise la serra contre elle. Tu as une nouvelle famille maintenant. Mais le coût émotionnel était immense. L'affaire prit une tournure nationale. Des associations LGBT se rallièrent à Sophie, organisant une manifestation devant l'agence. Sophie, au centre de l'attention, se sentait à la fois empourée et terrifiée. Les nuits étaient hantées par des cauchemars de rejet. Et son corps accusait le coup, insomnie, perte d'appétit. Élise veillait sur elle. Mais leur dispute reprenait. Tu m'as forcé à ça, accusait Sophie. Je t'ai soutenue, rétorquait Élise. Au tribunal, Marc se défendit avec arrogance, c'était une blague. Pas de l'homophobie. Mais les preuves s'accumulaient, enregistrement. Témoignage d'Anna. Sophie témoigna. La voix ferme malgré les tremblements. J'ai perdu des amis. Ma famille. Pour être moi-même. Est-ce juste? Le juge hocha la tête. Et Marc fut condamné à une amende et un licenciement. Victoire. Mais amère. L'agence. Pour sauver la face. Promit des formations sur la diversité. Mais Sophie se sentait vidée. Rentrée chez elle. Élise proposa, quittons Paris. Allons à Bordeaux. Chez mes parents. Sophie refusa. Je ne fuis plus. Mais intérieurement, elle doutait. Était-ce la bonne décision? Sa sœur l'appela. Pour la première fois depuis des mois, papa est furieux. Mais maman s'inquiète pour toi. Un mince espoir. Mais Sophie le balaya. Trop tard. Puis vint la trahison inattendue. Anna, qu'elle croyait alliée, confia à un journaliste que Sophie l'avait manipulée pour témoigner. Faux. Bien sûr. Mais le doute s'installa. Élise, suspicieuse, interrogea Sophie, Y a-t-il quelque chose entre vous? Sophie nia. Blessée. Comment peux-tu douter de moi? La dispute dégénéra. Et Élise partit à nouveau. J'ai besoin de réfléchir. Seule. Sophie affronta les retombées. L'agence lui offrit une promotion. Comme pour l'apaiser. Mais elle refusa. Je pars. Elle démissionna. Cherchant un nouveau départ. Mais où? Retourner à Lyon semblait impossible. Elle contacta une association pour du soutien psychologique, admettant enfin sa vulnérabilité. J'ai tout sacrifié pour l'authenticité. Était-ce une erreur? Élise, de son côté, luttait avec ses propres démons. Militante. Elle avait toujours prôné la fierté. Mais voir Sophie souffrir l'arrangeait. Peut-être que je l'ai poussée trop fort, confia-t-elle à un ami. Elle décida de rentrer. Mais trouva l'appartement vide. Sophie avait laissé une note, je vais chez mes parents. Seule.
Paniquée, Élise prit le train pour Lyon. À Lyon, Sophie frappa à la porte familiale. Son père ouvrit, le visage fermé. « Qu'est-ce que tu veux ?» Elle respira. Parler. À l'intérieur, la tension était palpable. Sa mère pleurait. Son père fulminait. « Tu as choisi ce chemin pervers. » Sophie riposta. « C'est qui je suis. Acceptez-le ou perdez-moi. » Pour la première fois, elle vit une fissure. Sa mère murmura. « On t'aime. Mais c'est dur. » Élise arriva en trombe. Essoufflée. « Je ne te laisse pas seule. » Ensemble, elles affrontèrent la famille. Les cris fusèrent. Les larmes coulèrent. Le père claqua la porte. Mais la mère promit d'essayer. Un pas minuscule, mais significatif. De retour à Paris, elles se réconcilièrent. Mais les cicatrices restaient. « On a payé cher, » dit Sophie. Élise acquiesça. Mais on est plus forte. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Élise reçut une offre d'emploi à Bruxelles pour une ONG LGBT. « C'est mon rêve, dit-elle. Sophie paniqua. « Et nous ?» Élise hésita. « Viens avec moi. » Mais Sophie, attachée à Paris, refusa. Le choix déchirant s'imposa, l'amour ou l'indépendance. Les semaines suivantes furent un test pour leur relation. Élise préparait son départ pour Bruxelles, emballant ses affaires avec un mélange d'excitation et de tristesse. Sophie, de son côté, cherchait un nouveau job, envoyant des CV dans des agences plus inclusives. Mais chaque soir, le silence s'installait entre elles, chargé de non-dits. « Tu vas me manquer » murmura Sophie un soir, blottie contre Élise. « Alors viens » répondit Élise. Mais Sophie secoua la tête. « J'ai besoin de reconstruire ici. » La famille de Sophie appelait sporadiquement. Sa mère tentait des rapprochements timides. « Comment va ? Ton ami ?» Son père restait distant, mais n'insultait plus. Sophie voyait cela comme un progrès. Mais le poids des années de rejet pesait encore. Elle consultait une thérapeute, explorant ses traumas, l'adolescence cachée, les amours interdites. « J'ai internalisé la honte » admit-elle. La thérapeute hocha la tête. « Maintenant, libérez-vous. » Élise, quant à elle, affrontait ses propres doutes. À Bruxelles, elle serait libre, loin des drames parisiens. Mais sans Sophie, elle confia à sa sœur « Je l'aime, mais elle me retient. » Sa sœur conseilla « Parle-lui franchement. » Élise organisa un dîner romantique, avec vue sur la tour Eiffel. « Sophie, si tu ne viens pas, c'est fini. » Sophie, les yeux emplis de larmes, répondit « Je ne peux pas abandonner tout ce pourquoi j'ai lutté ici. » La rupture fut déchirante. Elles passèrent une dernière nuit ensemble, mélange de passion et de chagrin. Le matin, Élise partit, laissant un vide immense. Sophie erra dans l'appartement vide, questionnant ses choix. Avait-elle sacrifié l'amour pour sa fierté? Elle se plongea dans le militantisme, rejoignant l'association qui l'avait soutenue, organisant des ateliers sur la discrimination au travail. Des mois passèrent. Sophie trouva un nouveau poste dans une start-up inclusive, où son orientation était célébrée.
Elle rencontra de nouvelles amies. Mais aucune ne comblait le vide d'Élise. Un jour, elle reçut un mail d'Élise, « Je pense à toi. Bruxelles est génial. Mais tu me manques. » Sophie hésita. Puis répondit, « Moi aussi. » Elles commencèrent à s'écrire, reconstruisant lentement. Mais le destin frappa à nouveau. La famille de Sophie invita Élise à un dîner de réconciliation. Élise accepta, revenant à Paris. À table, les tensions explosèrent, le père accusa Élise d'avoir corrompu Sophie. Élise riposta, « L'amour n'est pas une corruption. » Sophie défendit Élise, menaçant de partir définitivement. Le père céda, murmurant des excuses. Un miracle fragile. De retour ensemble, elles décidèrent de cohabiter entre Paris et Bruxelles, naviguant les distances. Mais les pressions sociétales persistaient, amis qui jugeaient, médias qui exhumaient l'affaire. Sophie écrivit un article anonyme sur son expérience, déclenchant un débat national sur l'homophobie au travail. Puis vint le coup de grâce. Marc, amer de sa condamnation, diffusa des rumeurs sur les réseaux, Sophie et Élise. Un couple toxique. Élise, furieuse, voulut contre-attaquer. Sophie, épuisée, plaida pour l'ignorance. Laisse tomber. Leur relation vacilla à nouveau. Tu recules encore, accusa Élise. Sophie explosa, j'ai tout donné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Elles se séparèrent une seconde fois. Cette fois avec amertume. Sophie, seule, réfléchit profondément. Était-ce la société qui les avait brisés? Ou leur propre choix? Elle voyagea en solitaire, visitant Bordeaux, revivant les souvenirs d'Élise. Là, elle rencontra une ancienne amie d'Élise, qui révéla, elle t'aime toujours. Mais elle a peur de te perdre à nouveau. Sophie rentra à Paris, déterminée à reconquérir Élise. Elle prit le train pour Bruxelles, le cœur battant. À l'arrivée, elle trouva Élise dans un café, entourée d'amis militants. Sophie. Élise se leva, surprise. Elles marchèrent le long des canaux, parlant des mois écoulés. J'ai compris, dit Sophie. La peur m'a retenue. Mais plus maintenant. Élise sourit, larmes aux yeux. Moi aussi. J'ai été trop exigeante. Elles s'embrassèrent, scellant une nouvelle promesse. De retour ensemble, elles affrontèrent les défis avec maturité. Sophie accepta un poste flexible, permettant des allers-retours. Élise modéra son militantisme, priorisant leur couple. La famille de Sophie progressa lentement, dîners tendus devinrent conversations sincères. Même le père adoucit son discours, influencé par des documentaires sur les droits LGBT. Mais la société restait hostile. Lors d'une manifestation pour le mariage égalitaire, elles furent insultées par des contre-manifestants. Sophie, au lieu de fuir, leva un panneau, « L'amour est l'amour ». Élise la serra fièrement. Ces épreuves les unirent, transformant les blessures en force. Des années plus tard, Sophie et Élise se marièrent dans une petite cérémonie à Paris, entourées d'amis et de familles réconciliées. Sophie, prononçant ses vœux, dit « J'ai payé cher pour être ici, mais ça en valait la peine. » Élise acquiesça,
Ensemble, on a changé le monde. Un peu. Pourtant, les cicatrices persistaient. Sophie se demandait parfois si elle avait fait les bons choix, sacrifier sa carrière initiale, défier sa famille, risquer l'amour. Élise, de son côté, regrettait d'avoir poussé trop fort. Leur histoire devint un témoignage, inspirant d'autres. Mais au fond, la question demeurait, dans une société pleine de préjugés. Est-il juste de tout risquer pour l'authenticité? Ou la prudence est-elle une vertu nécessaire?